Deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes radios, 630 radios territoriales qui sont nos partenaires, et avec TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Jacqueline Gouraud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jacqueline Gouraud. Vous êtes ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités locales. Pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et bonjour Pascal Jalabert, vous dirigez le bureau parisien du groupe EBRA et vous représentez l'Alsace et les dernières nouvelles d'Alsace, les DNA sur ce plateau ce matin. Jacqueline Gouraud, votre interview sera retransmise sur les sites internet en vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. Alors, vous avez entendu les critiques depuis hier soir sur le remaniement du gouvernement. Donc, 3 nouveaux entrants, Sibeth Ndiaye, Amélie de Montchalin, Cédric O. Ce sont 3 nouveaux. Ce sont 3 nouveaux dont l'opposition dit que, qu'ils sont consanguins, de fidèles de la Macronie. Ils y voient une preuve que le chef de l'État était isolé et n'avait d'autre choix que de puiser dans son carré de fidèles. On les voit derrière vous. Carré de fidèles autour du chef de l'État. Pourquoi ? Pour traverser les temps durs ? C'est rare que des présidents de la République aillent chercher chez les infidèles. Enfin, je le dis aussi simplement que ça. Moi, je connais 2 des 3 personnalités qui ont été nommées. Les 2 femmes, qui sont des femmes engagées, qui sont des professionnels, qui sont même reconnues pour Amélie de Montchalin comme de très bonnes députées, très bonnes techniciennes. Je me souviens que l'opposition avait salué son travail pendant le budget. Donc, franchement... Non, mais quelquefois, on parle de répartition territoriale pour un remaniement, etc. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment des très fidèles du chef de l'État, c'est ce que dit l'opposition. Mais quel est le problème, enfin... Mais est-ce que gouverner, c'est pas élargir, justement? Oui, mais je sais pas, Amélie de Montchalin, je peux me tromper, parce que je vais pas passer ma nuit sur son CV, mais je crois qu'elle vient des milieux jupéistes. Jupéistes, oui, bon, alors donc je pense vraiment qu'on va chercher les problèmes où il n'y en a pas, là. Quand Sibeth Ndiaye dit ben oui, je suis prête à mentir pour protéger Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Je ne connais pas cette citation, et elle ne l'a pas dit depuis qu'elle a été nommée secrétaire d'État, je suppose. C'était dans un portrait dans l'Express il y a quelques années où elle assumait dans son rôle de première soldate du président, comme elle était conseillère presse, de mentir. C'était sûrement la passion des jeunes militants dans une période de campagne. Mais bon, c'est une femme responsable. Moi, je la connais bien parce que, naturellement, en tant que ministre, j'ai eu affaire à elle plusieurs fois. J'ai même fait des déplacements avec elle. Et c'est une femme engagée, professionnelle et très sympathique et très drôle. Alors, Amélie de Montchalin, dont vous parliez à l'instant, va être secrétaire d'État aux affaires européennes. Un petit mot sur le libellé de son poste, puisque avant Nathalie Loiseau était ministre déléguée aux affaires européennes. Est-ce que c'est pas un mauvais signal à 2 mois des échéances européennes de voir le périmètre un peu rétréci, puisqu'elle ne sera que, secrétaire d'État? Je crois que ce qui compte, c'est les compétences, bien évidemment, et pas forcément le titre que l'on a. Pour des questions, je suppose, d'équilibre, pour des questions qui ont été sûrement discutées entre le Premier ministre et le Président de la République. Il en a été décidé ainsi. Mais je ne doute pas un seul instant que le travail d'Amélie de Montchalin sera très important auprès du ministre Le Drian. Je rappelle qu'ils sont tout de même 3, puisqu'il y a un autre ministre auprès de... Jean-Baptiste Lemoyne. Voilà, auprès du ministre des Affaires étrangères. La campagne LREM a commencé, la campagne pas LREM, mais de la majorité, puisque c'est une liste avec LREM, le MoDem, Agir et les radicaux. Donc, premier meeting samedi. Comment intéresser les Français à cette campagne alors qu'il y a le grand débat et que l'Europe paraît une fois de plus assez lointaine? En rappelant d'abord que nous sommes une liste de rassemblement, comme vous venez de le faire. Ce meeting était un lancement de campagne avec beaucoup de militants. Il y avait une ambiance très positive. Oui, bien sûr, j'y étais. Nathalie Loiseau, qu'en dites-vous de sa prestation? On l'a senti un peu en retrait après Pascal Canfin et puis Sébastien Deserle. Non, je n'ai pas trouvé. Il y a eu des interventions à différents niveaux. Il y a eu d'abord votre ancien confrère qui s'est exprimé et qui a
au fond, placé... Bernard Guetta, pardon, qui a placé, au fond, le sujet dans la plénitude de la situation européenne. Et puis ensuite, il y a eu une déclinaison par thème qui a été faite selon les sensibilités de chacun, que ce soit l'agriculteur qui a parlé d'agriculture, notre cher... Comment intéresser les gens, c'est ça, Comment intéresser, comme Nathalie Loiseau l'a fait, je crois, en rappelant les grands enjeux de la politique européenne. Et elle l'a fait avec beaucoup de hauteur, de fermeté et en même temps de petites phrases, comment dire, à la fois humoristiques mais très bien placées. Alors demain arrive à l'Assemblée nationale le grand débat. Donc on arrive vers la fin du grand débat puisque les parlementaires s'en saisissent. Comme ministre, qu'est-ce que vous attendez de la part des députés demain ? Qu'ils participent et qu'ils participent, comment dire, aux solutions qui pourraient être apportées à notre pays. Donc vous leur demandez des propositions précises ? Bien sûr, je leur demande des propositions précises parce que, au fond, tout le monde sait bien que cette crise, elle vient de loin, que bien sûr, le gouvernement qui est en place a sa responsabilité, mais que, tout le monde le sait, il y a des choses qui proviennent d'événements passés. D'ailleurs, même M. François Hollande l'a dit dans ses pages supplémentaires de son livre, que tous ceux qui avaient eu des responsabilités, notamment, entre guillemets, les vieux partis, devaient prendre part à cette crise. Et donc, je pense que tout le monde doit sortir par le haut et faire des propositions concrètes pour accompagner les Français dans la solution de cette crise. Dans votre domaine, il y a une demande de déléguer plus aux collectivités territoriales. Que faut-il leur déléguer en plus ? Alors, en fait, quand vous dites ça, c'est les associations d'élus qui demandent plus de pouvoir aux collectivités territoriales. Quand vous allez sur le terrain, les Français, ils ne disent pas il faut donner plus de pouvoir aux régions, aux départements, etc. Ils sont jacobins, les Français? Non, les Français, je ne dis pas ça, mais les Français, ils sont pragmatiques. Et ils vous parlent des problèmes tels qu'ils existent. Et ils vous disent, par exemple, il faut plus de capacité ou de moyens de déplacement dans les territoires. Ils ne vous disent pas il faut que la région ait la compétence. D'ailleurs, je signale au passage que les régions l'ont déjà. Mais je pense que, bien sûr, les associations d'élus ont le droit d'avoir des revendications, mais je pense que le sujet ne se situe pas là. Alors, il y a un cas très concret. Jeudi, le président de la République termine ses déplacements par la Corse et vous l'accompagnerez. Sauf que les dirigeants nationalistes veulent boycotter ce déplacement, notamment Jean-Guy Talamoni, le patron de l'Assemblée corse. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils disent le gouvernement ne nous écoute pas et n'écoute pas les élus. À qui la faute en Corse? Écoutez, j'ai passé 3 jours en Corse il y a très peu de temps, la semaine dernière. J'ai rencontré beaucoup d'élus. Il est vrai, je n'ai pas rencontré les responsables de la collectivité de Corse, puisqu'ils ne l'ont pas souhaité. Mais j'ai rencontré beaucoup d'élus et le gouvernement a apporté beaucoup de réponses à un certain nombre de sujets. Alors pourquoi ils boudent? Je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est une posture? Je n'en sais rien, mais j'en saurai plus puisque je vais les rencontrer en fin d'après-midi chez Jean-Michel Blanquer, où ils ont rendez-vous depuis très longtemps, ils sont attendus et naturellement le ministre de l'Éducation nationale m'a invité, donc on va pouvoir se rencontrer dès ce soir. Jean-Guy Talamoni, vous le rencontrez aujourd'hui, Jean-Guy Talamoni? Oui, mais pas que Jean-Guy Talamoni, Gilles Simeoni aussi. D'accord. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités locales, est notre invitée politique ce matin. Jacqueline Gourault, arrivée au Sénat, demain de l'examen du texte de la fusion des 2 conseils départementaux. Pascal Jalabert, oui, c'est votre région. L'Alsace, c'était une région, et là, on va lui dire, maintenant, vous êtes un département. Le terme collectivité européenne n'a pas été retenu. Vous comprenez que les Alsaciens sont un peu fâchés, quand même? Alors, d'abord, il y a eu un accord qui a été signé à Matignon par le Premier ministre, les élus alsaciens, c'est-à-dire les 2 présidents du département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et le président de la région Grand Est.
un accord que nous allons bien sûr soutenir, que le gouvernement va soutenir dans le débat parlementaire. Et dès le départ, il a été très clair. Et qui restait dans le Grand Est. C'était resté dans le Grand Est. Alors l'affaire du nom dont vous parlez, c'est vrai qu'il y a eu un amendement en commission qui a été adopté et qui a changé le nom prévu dans l'accord. Le gouvernement soutiendra tous les amendements possibles qui puissent arriver pour rétablir, bien sûr, ce qui était dans l'accord. C'est très clair et très Malgré l'avis du Conseil d'État, vous souhaitez que ce soit collectivité européenne d'Alsace. Nous avons pris un engagement. Nous avons signé avec des responsables. Nous honorerons notre engagement jusqu'au bout. Et évidemment, tout le monde sait que quand il y a un débat parlementaire, n'est-ce pas, qu'un texte passe au Parlement, il y a des amendements et qu'il peut y avoir des décisions qui sont prises en commission ou dans l'hémicycle qui ne soient pas conformes à ce qui était prévu. Mais ça, c'est le débat parlementaire, c'est la liberté parlementaire. Mais encore une fois, nous tiendrons nos engagements. Jacqueline Gouraud, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur un point qui semble revenir très fort, qui est la question du conseiller territorial, c'est-à-dire le conseiller départemental deviendrait conseiller régional, on fusionnerait les deux fonctions. C'était une idée qu'avait lancée Nicolas Sarkozy, François Hollande l'avait enterrée, ça semble ressurgir. Vous êtes pour ? Alors, d'abord, j'avais voté déjà le conseiller territorial quand il avait été présenté sous Nicolas Sarkozy, puisque j'étais dans cette noble institution, sénatrice du Loir-et-Cher. Et je voulais vous dire, bien sûr, que c'est une solution qui a été mise sur la table, ou un projet qui a été mis sur la table, pardon. Vous savez que tout cela est parti du fait qu'il y a eu redécoupage des régions, que les régions sont très grandes, enfin certaines, pas toutes. Bon, par exemple, ma région n'a pas bougé, la région Centre-Val de Loire. Ou peut-être pouvons-nous signaler que pour des raisons d'identité, si je puis dire, la Normandie se trouve bien comme elle est, c'est-à-dire les deux régions normandes rassemblées. Mais vous savez qu'il y a d'autres régions qui sont très grandes et qu'il y a une chose vraiment qui a été le résultat de ce grand débat, c'est les Français qui demandent plus de proximité. Proximité avec les collectivités territoriales, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais aussi proximité avec l'État. Et donc c'est une manière, les associations d'élus, c'est une manière de répondre. C'est une manière de répondre au manque de proximité. Quand vous mettez un seul élu qui soit en même temps départemental et régional, vous le rapprochez des concitoyens. Est-ce qu'il y aura toujours un président de région, un président du département ? Le patron, c'est le président de région, si on fait ça. Oui, mais écoutez, ça a été posé sur la table, il faut en discuter, c'est le début de la discussion. Nous n'en avons même pas parlé avec les associations d'élus encore. Qui ont déjà dit qu'elles étaient contre. L'Association des départements de France et les régions ont dit, par la voix de leur président, qu'elles étaient contre. Oui, mais écoutez, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être détaillées dans ce projet de conseiller territorial, ce que nous n'avons pas fait encore, et nous en parlerons. Jacqueline Gouraud, dans un entretien au Parisien, l'ancien président François Hollande fait le point sur la montée en puissance des mouvements extrémistes, et selon lui, l'extrême droite fera bientôt son apparition à la tête de l'État français. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancien président Hollande sur ce sujet ? D'abord, je ne trouve pas ça très, élégant, ni très réjouissant, si je puis dire, de dire cela. Deuxièmement, je le dis très gentiment et très simplement, le Front National n'a jamais fait autant qu'à la fin du quinquennat de M. Hollande, quand il y a eu les élections présidentielles. Tout le monde se rappelle du score au deuxième tour du Front National. Donc, il est responsable de la montée du Front National ? Est-ce qu'il est responsable directement ? Je ne veux pas dire qu'il est responsable, mais comme il le dit lui-même par ailleurs, il faut que chacun des partis traditionnels qui ont gouverné la France prennent leur part de responsabilité, puisqu'il le dit dans un autre passage du livre, ou du complément du livre. Alors,
Je ne sais pas si vous avez regardé les déclarations du pape François. Il était au Maroc et il a demandé aux gouvernants du monde entier d'accueillir plus largement les migrants en disant ce ne sont pas des déchets humains, il faut les accueillir, il faut faire preuve de plus de générosité. Alors c'est une voie morale, mais vous êtes, on vous présente comme parfois démocrate, démocrate chrétienne, etc. Ça vous parle quand même? Oui, ça me parle et je ne suis pas étonnée que le pape ait dit cela. Il est dans son rôle. Monseigneur Pontier l'a récemment rappelé, le président de la conférence des évêques de France. Et il est évident que tout chrétien se reconnaît dans cette déclaration du pape, naturellement. Mais qu'est-ce que ça change dans votre pratique gouvernementale? Vous avez des responsabilités, c'est pas la politique je crois qu'il faut du gouvernement. Je crois aussi qu'il faut rappeler que sa propre vie, à lui et sa famille, est une famille de migrants. Tout le monde connaît les origines italiennes du pape François, et comme beaucoup d'ailleurs d'Argentins, la majorité des Argentins sont d'origine italienne. Et donc, c'est quelque chose qu'il a, en plus, en tant qu'homme, si je puis dire, vécu dans sa famille et dans sa chair, si je puis dire. Oui. Donc, il est clair que c'est un appel à la dignité de l'homme. Justement, sur les migrants, vous êtes interpellé par les conseils départementaux sur la question des mineurs isolés. Oui. Qu'ils prennent en charge, ça leur coûte très cher et techniquement, ils ne savent pas bien faire. Faut-il remettre ça dans les mains de l'État et traiter les mineurs à part, mais selon les mêmes dispositions que les adultes? D'abord, quand vous dites qu'ils ne savent pas bien faire, la plupart ce qu'ils savent pas faire, des départements le savent. Mais c'est une politique qui est bien sûr compliquée. Il y a l'identification, la réalité du caractère mineur des jeunes migrants, qui est un sujet, et beaucoup d'améliorations ont été récemment apportées dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales, qui sont parfois critiquées, comme par exemple le fait qu'un fichier puisse être créé pour suivre au fond le déplacement des migrants sur le territoire. Mais comment dire, pour terminer, l'accueil est une tradition française, le droit d'asile est un droit universel. Il faut donc être fidèle, bien sûr, à ce droit, et en même temps, il faut que la population française soit en capacité, le président de la République l'a dit aussi dans sa lettre adressée à l'ensemble des Européens, de mener ensemble une politique de l'immigration pour simplifier à la fois la vie des migrants et aussi pour que les populations des différents États de la communauté européenne ne se sentent pas déstabilisés par une arrivée trop importante de migrants. Merci Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités locales, d'avoir été notre invité politique ce matin. Merci Marcelo Westfred, merci Pascal Jalabert. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Voilà, Jacqueline Gourault, notre invité politique ce matin en direct, quitte ce plateau. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Et font leurs entrées, deuxième partie de cette émission, mais ils étaient dans la première déjà. Christophe Gauthier, rédacteur en chef de VSD, éditorialiste à 100% Radio, une des radios des Indés, radio partenaire de cette émission. Et puis Jean-Louis Picot, rédacteur en chef du supplément Écho du Parisien. Messieurs, tout de suite ce remaniement, si vous le voulez bien. Alors, trois fidèles... Parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, font leurs entrées au gouvernement. Sibeth Ndiaye, qui était sa directrice de la communication, sa conseillère presse à l'Élysée, Amélie de Montchalin et Cédric O. Amélie de Montchalin était une élue. Est-ce que l'opposition a raison, on va démarrer par vous Christophe Gauthier, en disant qu'on y voit la preuve que le chef de l'État était très isolé au fond et n'avait pas d'autre choix que de puiser dans un carré de fidèles absolus? Est-ce que l'opposition a raison? Jacqueline Gourault vient de le dire sur ce plateau. J'ai rarement vu des présidents de la République qui s'entouraient de gens qui n'étaient pas fidèles. Oui, mais souvent, les remaniements étaient l'occasion de répartir mieux territorialement la représentativité politique. Là, il s'agit de purs fidèles. Ce sont des purs fidèles, oui, qui suivent la République En Marche, qui suivent le président depuis le début, qui ont fait le choix bien avant 2017. Donc, franchement...
je vois rien de très contradictoire avec ce qu'Emmanuel Macron a toujours mis en place. Après, souvenez-vous des derniers remaniements, et notamment après le départ du ministre de l'Intérieur de Gérard Collomb. Ça avait été très long. On avait l'impression que ça patinait, on avait l'impression que personne ne voulait rallier le gouvernement, on avait l'impression d'improvisation. Bon bah là, ils ont voulu probablement colmater et faire preuve de professionnalisme. Il a puisé dans les forces vives qui l'entourent. Franchement, je vois rien de très choquant. Jean-Louis Picot. Oui, l'opposition fait son métier d'opposition, c'est logique. Ça a été étonnant qu'ils applaudissent ces nominations. Alors, si on veut aller à l'encontre de ça, donc je crois qu'il y a 2 hommes et une femme qui sortent, pour 2 femmes et un homme qui rentrent. Bon, voilà, on peut dire que c'est bon, c'est pas non plus spectaculaire, mais quand même. Il y a Sibeth Ndiaye, c'est quand même, ça peut être considéré comme symbolique aussi, je veux dire, d'un point de vue de la représentation. J'ai parlé des femmes, de la diversité. 3 personnes qui sont jeunes, voilà, de la parité, de la diversité, de la jeunesse. C'est aussi peut-être une demande du grand public. Alors après, encore une fois, l'opposition fait son métier. Et puis il faut attendre de voir comment ces 3 personnes vont s'en sortir. Madame Ndiaye, effectivement, c'était la directrice de communication, je crois, de la campagne d'Emmanuel Macron. Elle était encore là depuis le début de son mandat. Bon, elle devient porte-parole du gouvernement. C'est pas non plus totalement aberrant comme trajectoire, il me semble, d'un point de vue purement de ses compétences. Amélie de Montchalin, elle s'était occupée des questions budgétaires au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est une ancienne jupéiste, elle. Oui, elle avait été reconnue là aussi par ses pairs et je crois même qu'elle a eu un prix il y a un an. Satisfait effectivement pour ses travaux à l'Assemblée nationale. L'opposition avait trouvé que son travail et son expertise étaient exceptionnels. Vers Alain Juppé, là, oui, elle existe depuis le début avec Édouard Philippe. Secrétaire d'État chargé aux affaires européennes, oui, je préfère que ce soit une jupéiste plutôt que quelqu'un qui ne croit pas en l'Europe. Enfin, tout ça relève de la cohérence. Enfin, franchement. Ce que vous dites, c'est que l'opposition critique pour critiquer, en fait. C'est ça que vous dites ce matin. Oui, et puis enfin, il faut voir aussi, alors là, c'est vrai que ce gouvernement et l'État aujourd'hui, il est quand même acculé d'une certaine façon avec la crise qu'on connaît depuis maintenant plus de 6 mois. Il y a les européennes qui arrivent très très vite. Donc c'est vrai que, alors souvent on parle, quand il y a des remaniements de gouvernement de combat, alors là c'est un petit remaniement, mais quand même effectivement il y a une logique là aussi à avoir autour de soi des gens qui sont très très proches en vue des échéances. Christophe Gautier, on a reçu donc il y a un instant Jacqueline Gourault, qui est ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales. Est-ce qu'après ce grand débat, après cette volonté du gouvernement d'aller à l'écoute des territoires, de recoudre avec les territoires, est-ce qu'on peut dire que la mission est en passe d'être réussie? Est-ce que ça va mieux avec les territoires? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce que la question qui est posée depuis le début, c'est qu'est-ce qui va en sortir? Interroger les Français sur leurs préoccupations, c'est parfait. Donner la parole aux citoyens qui sont mécontents, formidable. Mais depuis le début, à la fois la majorité et l'opposition disent qu'est-ce qui va en sortir? Comment on va transformer ce grand débat? Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Les parlementaires vont se saisir du sujet, vont en discuter, mais en réalité, c'est l'exécutif. Qu'est-ce que l'exécutif va proposer sur les 4 grands dossiers qui ont été débattus depuis plusieurs semaines? Et là, très honnêtement, ça sera réussi si les réponses apportées sont en adéquation et en phase avec à la fois les préoccupations et les revendications des Français. Jean-Louis Picot. Ça va être compliqué de contenter les gens à la hauteur des attentes qui sont énormes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu un décalage depuis le début de cette crise. C'est-à-dire qu'il a fallu finalement, comme ça vient d'être dit, le débat c'est formidable, écouter les gens c'est formidable, mais comment tout ça est né? Il y a eu des revendications, il y a eu manifestations, et ça a finalement été une réponse. Alors les réponses, elles sont tout à fait recevables, mais je pense que le décalage qu'on a connu au départ, il va se poursuivre encore parce que les attentes sont énormes, et surtout elles existent non pas depuis 6 mois, mais depuis plusieurs années, et en tout cas plusieurs mandats de président de la République.
Christophe Gautier. Oui, je corrobore, j'approuve. Effectivement, pour moi, c'est pas 6 mois, ce sont des années, voire des décennies de divorce entre la classe politique et les électeurs, entre les citoyens. Les demandes, on le savait, dès l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron, mais je vous dirais, ces demandes, elles étaient tout aussi fortes avec l'élection présidentielle de François Hollande et tout aussi fortes avec l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy. Donc en réalité, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que les électeurs, les citoyens attendent des réponses fortes, claires, cohérentes aux préoccupations de la vie quotidienne. Encore une fois, Emmanuel Macron, je pense qu'il a l'intelligence d'avoir compris dans quel sens soufflait le vent. Il a l'intelligence d'avoir donné la parole aux gens, aux citoyens. De ce point de vue, c'est un succès. Maintenant, ça sera un succès pour les électeurs et les citoyens si les réponses, encore une fois, sont en phase avec les préoccupations et les revendications. Voilà, je signale dans le Parisien Éco, un dossier sur l'environnement. Le BTP vise haut, il vise écolo, il vise éco-responsable, le bâtiment en France. C'est un dossier réalisé par les équipes de Jean-Louis Picot dans l'édition du lundi Éco du Parisien. Puis pour vous, VSD, c'est leur secret de famille. On se rend compte que, au fond, nos hommes politiques sont très enracinés dans les territoires. Alors, il reste 20 secondes, donc un petit exemple peut-être. Eh bien, un exemple, puisqu'on parlait du président de la République, le président de la République est le seul personnage, et c'est peut-être caractéristique, c'est le seul personnage public qui n'écousonne personne. donc peut-être qu'il est solitaire et qui descend d'une famille de bosseurs. Quand je dis de bosseurs, c'était un nom de famille. Donc voilà, peut-être qu'il faut y voir un symbole. Dans VSD, le président de la République, ainsi que nos leaders politiques, donc analysés concernant leur généalogie. Merci Christophe Gautier, merci Jean-Louis Picot. On regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarius, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, en extrait, dans les émissions politiques, mais aussi chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après pour la suite de l'émission. D'un même pas dans la neige, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy déposent ensemble un bouquet au Monument national de la Résistance. Les Glières. C'est l'histoire de quelques héros qui ont préservé le pacte séculaire de la France avec la liberté. Ce plateau des Glières, c'est quand même la fierté de notre histoire de la résistance. Et qu'on ait nos deux présidents, Nicolas Sarkozy, qui est quand même celui qui a mis à l'honneur le plateau des Glières, le président actuel, pour nous c'est une fierté. Tous les pays ont un besoin de rassemblement. À un moment comme un autre, il y a toujours des désaccords, des polémiques. Je sais par expérience qu'être président de la République, c'est bien difficile. Entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, il y a quand même des différences tout à fait fondamentales. Et que dans ce moment particulier, ils se retrouvent au plateau de Glières, cela a un sens. Je ne suis pas du tout surpris de les voir côte à côte, puisqu'en réalité, ils ont mené la même politique. Ils ont mené la même politique économique. Mais il y a quand même une image qui se lit en creux, c'est l'absence de François Hollande. Je sais qu'il se voit assez régulièrement. Peut-être qu'il y a une bonne entente personnelle. Ce que je crois surtout, c'est que finalement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, est plus proche des idées de Nicolas Sarkozy que des miennes. Les idées que nous avons portées avec La République En Marche, celles qui sont portées par le président de la République, ne sont pas calquées ni sur l'ancienne droite, ni sur l'ancienne gauche, ni sur un ancien président, ni sur un autre. Vous voyez bien que si on a réussi aujourd'hui à continuer à avancer, c'est parce qu'on a promis aux Français qu'on allait conquérir le pouvoir pour le partager. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron peut encore redresser la barre. Vous reconnaissez en tout cas que les 2 premières années ne sont pas à l'image de ce que vous souhaitiez? Je dirais que la première année a été excellente et qu'ensuite les choses ont dérapé. Économiquement et socialement, il est de droite ou pas? Socialement et fiscalement, sur le plan notamment de la lutte contre les inégalités et même pour l'emploi, oui, je pense que ces choix sont plutôt ceux du libéralisme plutôt que du socialisme ou de la social-démocratie que je représente. Pardon, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. À vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté. Les résultats économiques de François Hollande ont été tellement mauvais qu'il n'a même pas été en mesure de se présenter à sa propre succession. Moi, je veux bien, mais je ne vais pas taper non plus sur François Hollande, c'est trop facile. Je pensais que vous alliez me poser la question, est-ce que j'ai eu un regret de ne pas en avoir parlé à d'autres qui m'auraient peut-être convaincu? Non, on tourne la page, on passe le mystère, je pense qu'il est très lié à la solitude même de la décision politique lorsqu'elle s'exerce au plus haut niveau. Bien sûr que je peux avoir des regrets, mais il est trop tard et on ne vit pas avec des regrets. Et la menace de l'extrême droite, vous êtes aussi pessimiste que François Hollande? Non, parce que, répétez-moi sa citation, il dit au début... Si on ne fait rien, eh bien voilà, si on ne fait rien. C'est ça les mots fondamentaux. Si on ne fait rien, mais on va faire des choses.
Voilà, on continue cette émission dans un instant. C'est l'actualité parlementaire et politique avec Territoire Sénat. À tout de suite.